Bonjour à tous. Voici enfin la vidéo que je vous avais promis concernant la visite d'une mine de galène. Donc c'est une petite exploitation qui se trouve à proximité du musée. Et donc on a profité d'une belle journée ensoleillée pour pouvoir aller sur place et tourner ces quelques images. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un bâtiment encore qui reste, un des seuls qui reste debout, puisqu'il était construit en dur, en pierre. Donc ce bâtiment avait plusieurs fonctions. Il avait la fonction d'habitation tout en haut, donc il y avait 3 étages, donc il y avait un appartement en haut, probablement un gardien, je suppose, je n'ai pas d'autres infos là-dessus. Deuxième étage, c'était moitié habitation, moitié bureau. Et le dernier étage en dessous, c'était alors il y avait plusieurs choses. Il y avait une petite forge. Il y avait de l'outillage. Ils entreposaient du matériel. Et juste à l'extérieur, là devant la porte, il y avait une partie laverie où il avait le minerai avant de l'envoyer dans les fonderies. Alors, comme vous voyez là sur les murs, là il reste des traces des planchers. J'ai longtemps pensé que tout avait été démonté et pillé, probablement récupéré par les locaux. Alors qu'en fait, il n'en est strictement rien. Tout ça a été démonté et vendu par des huissiers, en fait. Tout simplement parce que, voilà, à un moment, la mine a eu de gros problèmes financiers et c'est bien écrit dans les textes, ils ont tout récupéré. Ils n'ont pas récupéré les chaudières parce qu'ils n'ont pas pu, mais dans les textes, c'est marqué qu'ils avaient récupéré la porte du four qui était en acier, donc ils avaient même récupéré ça, ils ont récupéré tout ce qui était récupérable. Et donc là, ils avaient fait démonter toutes les huisseries, tous les planchers, tout ce qu'ils avaient pu récupérer pour essayer de faire un peu d'argent. Et donc la toiture aussi a été démontée. Enfin, ouais, ils ont laissé que les pierres, et encore, ils auraient peut-être pu prendre les pierres. Ça coûtait peut-être trop cher à les sortir, donc du coup, voilà. Et donc là, vous voyez la forge, tout simplement, qui devait être probablement pour les besoins de la mine. Donc c'était un peu le service maintenance là qu'il y avait. Il y avait quand même une forge qui était assez sympa. Il y en a une autre un peu plus petite, qu'on verra un petit peu plus loin là, dans la vidéo. Mais celle-là, elle était déjà assez sympa. Il y avait un joli foyer dessous et je pense qu'il devait pouvoir déjà travailler quelque chose de vraiment bien, et ça devait chauffer quand même pas mal. Ensuite, donc, comme au tout début là de la vidéo, vous avez vu là, il y a donc un ruisseau qui passe. À l'époque, il était bien plus important que ça, bien entendu. Il y avait une grosse roue à hob qui était là, une roue à godet, et en fait, cette roue entraînait différents mécanismes, et notamment là dans cette fameuse pièce là. Et donc, elle actionnait les pompes, elle actionnait des espèces de gros marteaux qui concassaient le minerai, et elle actionnait certains petits treuils. Bon, j'ai pas d'autres infos là-dessus, mais certains petits treuils, parce que vous verrez qu'un petit peu plus loin, il y avait d'autres systèmes qui permettaient eux aussi de faire de l'énergie pour pouvoir actionner et des pompes et des treuils. Ils avaient pas mal de problèmes d'infiltration d'eau ici. Vous comprendrez un petit peu pourquoi dans la suite de la vidéo. Et c'était pas mal. Donc il devait avoir des pompes qui devaient être quand même qui devaient être assez importantes. Et bizarrement, les pompes, elles étaient actionnées aussi donc par l'eau de la petite rivière qui passait à côté. Donc comme je vous l'ai dit, elle était beaucoup plus importante que ça à l'époque.
Là maintenant il reste pas bien grand chose, hein. Bon, ben, c'est le réchauffement climatique qui veut ça. Mais il y a énormément d'eau, hein, puisqu'on est au pied d'une montagne en fait, et il y a énormément d'eau et de petites sources naturelles par-ci par-là. Et ça va être pour cette exploitation un gros problème. Vous allez voir, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà ici une toute première galerie. Qui n'est pas... Oh, elle est jolie celle-là. Qui n'est pas super profonde, mais... Bon, il y a pas mal de feuilles et tout ça, mais regardez un petit peu là. Donc ça, ce truc blanc là, c'est de la, ce qu'on appelle de la barytine. Et vous voyez là, il y a des cristaux de barytine. Formation de cristaux de barytine. Et en fait, le plomb, il est contenu là-dedans. La barytine, sa particularité, c'est qu'elle a la même densité que le plomb. Le même poids que le plomb. C'est très lourd. Très très lourd. Je pense qu'on va la ramener celle-là. On va aller voir là-dedans ce qui s'y passe. Alors des galeries, il y en a plein. Hein. On peut en voir plein. Voilà. Alors celle-là, elle n'est pas très profonde. Mais en fait, elle tourne là-bas au fond. Ah, il ne va pas comme il faut. Voilà, elle tourne là-bas au fond. Et ça va un petit peu plus loin là. Et donc du coup on peut aller donc la galerie là elle fait quoi en fait ici là il n'y avait pas de minerai à proprement parler. Ils voulaient rejoindre un filon qui est un petit peu plus loin par ici. Et du coup bah voilà, ils y sont pas arrivés. Parce qu'il fallait creuser très très profondément. J'étais en train de regarder ici. Je voyais des traces d'animaux, mais non. Alors moi perso, j'adore descendre sous terre comme ça. J'adore aller voir ces trucs là. J'y ai passé. Je viens là depuis que j'ai 15 ans. Donc ce site, je le connais très très bien. Je le connais vraiment très bien. J'ai même participé à l'écriture d'un bouquin sur cette mine. Et j'adore ce coin. Allez, on va aller voir plus loin. Voilà, donc ça c'est une fouille qui a été faite par des collectionneurs de minéraux qui viennent là et qui fouillent. On le reconnaît bien, c'est caractéristique parce qu'on trouve ce genre de choses là. Parce qu'en fait ici donc c'est toujours pareil, c'est une halle, il y a d'autres galeries qui sont là au-dessus. On va aller en voir certaines qui sont donc juste là au-dessus. Et donc ici là vous avez la fonderie qui était là, qui n'était pas très grosse. Hein. On est un peu au bout là finalement. Hein. On est un petit peu au bout et on va aller voir un petit peu plus loin. Donc là, bah forcément, là, quand on fouille dans ces trucs-là, et ben forcément, on trouve du plomb. Vous allez voir ça, de toute façon, il n'y a pas de souci. On va en ramener, bien entendu. Alors, des jolis morceaux là. Là de la galène. Donc là c'est du quartz qui est autour parce que c'est pas lourd du tout. Très joli morceau de quartz. Avec des incrustations de galène en plein milieu. Facilement reconnaissable parce que elle a un système cristallin cubique et on voit les petits cubes. Voilà. Et normalement, oh elle est jolie là de ce côté. Et normalement, il devrait même y avoir des petites incrustations de chalcopyrite lors des fous. Tiens, mets de côté. Oh. Celles-là, à mon avis, elles ne sont pas arrivées là par hasard. Elles ont été mises de côté, comme on fait tout le temps quand on prospecte un site. Elles ont été mises de côté, puis elles ont été un peu oubliées.
Bon, bah, en principe, elles sont jamais oubliées pour tout le monde. Ou alors des fois, elles sont mises de côté. Et puis, tiens, là, il y a des cristaux de quartz, là. On le voit pas bien, là. J'aurais dû amener le sac à dos. Bon, ouais. Tant pis, c'est pas grave. Il y a de ces morceaux de quartz. Super brillants, hein. Donc là, on est sur le dessus des haldes. Il y a ici une ancienne galerie, là, qui est là derrière, qui s'est complètement effondrée, complètement bouchée. Et puis donc, il y a encore plein de choses qui sont là-bas derrière, mais on va aller les voir petit à petit. Et ici, donc, là, vous voyez ces fameuses haldes où les gars, ils mettaient donc le remblai. Voilà, donc là, il n'y a rien d'extraordinaire à regarder. Il y a beaucoup de choses à fouiller. On va dans un premier temps aller là-bas au bout. Et puis après, on va aller là-bas derrière. Et puis après, on va aller encore tout à fait là-bas. Alors, ici en haut, là, il y a une montagne, là. Il y a plein de galeries tout le long de la montagne. Vous allez voir un petit peu ça aussi après. Allez, on va aller là-bas. Alors ça va trembler un peu évidemment. Voilà. Ce que je voulais vous montrer est ici. Donc c'est une chaudière à vapeur. Donc chaudière à vapeur avec ici le socle d'un treuil. Voilà, il y en a une autre chaudière qui est là-dessous, on va aller voir en bas tout à l'heure. Et donc cette chaudière donc fonctionnait avec le bois ambiant, faisait de la vapeur d'eau, et c'est la vapeur d'eau qui permettait d'actionner le treuil qui était ici, ou les pompes, ou les treuils, ou les pompes. Ça nous change un peu de la TSF à ce genre de vidéo. Donc j'imagine que celle-ci était probablement utilisée par exemple pour... celle-là à mon avis c'était pour les pompes à eau. Une pompe de relevage d'eau, donc la chaudière était là, la pompe elle devait probablement être là. Et l'autre chaudière qui est un petit peu plus bas, c'est plus pour les treuils. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous le dire, je vais vous expliquer. Ici, il faut que je vienne là. Là-haut, ça là. Vous voyez ça? Et bien ça, c'était la réserve d'explosifs qui était ici. Donc c'est juste une toute petite cabane, c'est pas grand, hein. On y met 1 ou 2 tonneaux de poudre et c'est tout, il n'y a rien, hein, on peut même pas y rentrer dedans. Ou alors si, mais courbé. Et en fait, donc ça c'était la réserve à explosifs. Voilà, un peu à l'écart forcément pour éviter tout accident ou tout ce qu'on veut. Et il y avait, mais on ne voit plus ici, mais on le verra un petit peu plus loin, il y avait un canal d'eau qui passait là par là. Je ne sais plus où précisément, mais on va aller voir ça. Donc là, on va descendre, on va aller voir l'autre en bas, là, qui est ici. On va aller voir ça, là. Parce que là-bas, il y avait des choses intéressantes, mais qui n'y sont plus. Mais ça fait rien, on va y aller quand même. Allez, on descend en bas. On va pas descendre en haut, évidemment. Donc là, il y avait des galeries tout le long. Alors forcément, on ne se rend pas compte aujourd'hui parce que avec les arbres,
toute la végétation, c'est compliqué de se rendre compte, mais là, il n'y avait rien du tout. À cette époque-là, ils avaient forcément tout nettoyé le site. Et donc là-haut, en montant là-haut, il y avait des galeries qui... Tout en haut, là, en montant là-haut de l'autre côté, c'était tout rempli de galeries. Et les gars, ils creusaient, ça piquait dardard. Ça, c'était une forge qui était là. Une forge, il va avoir l'utilité. Ici donc, deuxième chaudière qui est ici, qui servait elle à monter les treuils, enfin pour actionner les treuils. Donc pareil, il y avait un treuil qui était là, ici, là. Et pourquoi il y avait un treuil ici, je vais vous expliquer. Tout simplement parce qu'il y avait un puits de mine, un puits vertical. Alors vous avez vu, qu'il y avait des galeries donc horizontales. Et en fait ici, là, à cet endroit-là, exactement là où se trouve l'ancêtre de la bête du Gévaudan, hein, il y avait un puits qui descendait à 96 mètres de profondeur. Et je pense que vous avez vu précédemment là, en fait il y a un ruisseau qui se trouve à côté là. Et malheureusement, il y avait souvent inondation. Il y avait beaucoup d'eau qui rentrait dedans, c'était un gros problème. Et ils n'ont pas réussi à descendre très profondément. Mais enfin, il a été rebouché il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Il était là et il était même relativement dangereux. Donc c'est pour ça que tout a été comblé. Là. Descendait donc à 96 mètres. Et en fait, c'est bien dommage, mais c'était... il y avait un plancher là, donc en fait pour le boucher, pour le boucher, en fait, ils avaient mis un plancher et ils avaient mis du remblai par-dessus le plancher. Et puis avec les années, forcément, ça s'est écroulé. Donc du coup, il a fallu le remblayer. J'étais venu avec un groupe à qui je faisais visiter le site là, et on s'approchait à proximité de ce trou qui est ici. Hein, je suis en plein milieu, là, je suis en plein dessus là. Là, je suis en plein dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que le plancher avait cédé et que ça descendait profondément. Alors c'est plein d'eau, hein, évidemment, des boulis et d'eau, mais comme c'est dangereux, ça a été bouché. Je ramasse tout et n'importe quoi. Vois de ces trucs. Les morceaux de plomb partout. T'as qu'à te baisser pour en récupérer. Incrustation de galène.
Il reste ben pas grand chose de la bête du Gévaudan quand même, hein. Ah, avec le morceau de plomb, le morceau de barytine dans le truc, ça fait plus lourd déjà, hein. Donc là sur le site il doit y avoir une bonne trentaine de galeries plus ou moins profondes, galeries horizontales et quelques puits, pas beaucoup des puits, il y a beaucoup de problèmes d'eau, d'infiltration et du coup il n'y a pas beaucoup de puits. Ça veut pas dire que dans les galeries ils n'avaient pas de problème d'infiltration d'eau. Mais c'était un peu plus facile pour eux à gérer ça. Donc là, on va vers une galerie qui, il y a encore une dizaine d'années, était ouverte et dans lequel, au fond, on trouvait pas mal de choses intéressantes. Je ne sais pas ce qu'il en reste. Ils l'ont peut-être bouché. Ils ont la manie de tout boucher. Ça se pourrait bien. Donc en fait avant là, donc le chemin est passé là où on est venu. Tout ça là, c'était propre, il n'y avait pas tous ces trucs. Le chemin continuait là et on sortait de la mine pour aller en direction des galeries qui se trouvent un petit peu plus loin par là-bas. Et on passait par là. Donc nous on va couper là à travers pour essayer de rejoindre une galerie qui se trouve par là-bas. Compliqué. C'est qu'en fait toute la montée là, on est à la base de la montagne donc il monte là-haut. Et toute la montée c'était des galeries. Alors bon, avec le temps elles se sont effondrées. Comme ça par exemple. Voilà. À mon avis, je pense que elle y sera passée. C'est dommage, c'est le seul endroit où on pouvait trouver, enfin le seul endroit non. Et disons que c'était un endroit facile d'accès et dans lequel on trouvait du plomb en quantité énorme. Je retrouve pas. Il n'y a rien. Et ben voilà, c'est cuit. Alors après il reste là en haut il y a des galeries encore. Celles-là les bulles ils peuvent pas y aller. Alors ils sont pas prêts de les fermer celles-là. Est-ce qu'on peut y aller qu'à pied? Voilà c'est le problème. En fait bien sûr à la caméra vous y voyez pas. Mais c'est très escarpé.
Et il n'y a pas... Enfin, maintenant si, on a bien des engins, notamment des engins forestiers qui seraient capables de venir ici, mais pour l'époque, le minerai, il le remontait à dos de bœuf. Et il y avait des accidents épouvantables. Et malheureusement, ils ont vite arrêté. Ils ont très très vite arrêté. Pour vous montrer, il faudrait qu'on aille de l'autre côté, qu'on reparte, qu'on reprenne le véhicule, qu'on fasse un grand détour et qu'on revienne par la route du haut. Et que je vous montre à quoi ça ressemble depuis là-haut. Parce que là, forcément. Bon, si tu m'entends, bah effectivement, il n'y a plus rien, on trouve rien. Est-ce qu'ils l'ont bouché? Est-ce que je sais pas. Donc j'arrive, on va reprendre la voiture, on fait demi-tour et on va essayer de faire un. J'ai quelques plans à faire d'en haut, par le chemin du haut, ok? Ok, pas de soucis, c'est reçu. Bon, bah voilà, on va faire ça. On va faire ça. C'est dommage, mais on n'a pas le choix. Ouais, je pense qu'ils l'ont tout simplement condamné. À moins qu'elle soit un petit peu plus haut. Je sais pas. Et bien sûr, j'ai pas regardé mes plans, parce que j'avais fait des plans il y a une vingtaine d'années, 25 ans peut-être. J'avais fait des plans et j'avais tout fait des relevés de terrain. J'y passé toute ma jeunesse, puisque avant de travailler dans l'électronique, je voulais intégrer une école des mines. Et enfin, chose que j'ai fait d'ailleurs, mais au bout de 2 ans, j'ai arrêté. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la minéralogie. Et il faut savoir que la minéralogie est une des spécialités de la géologie. Et moi, j'avais trouvé une école des mines qui me prenait pour faire des études de géologue. Et c'est pas ce que je voulais faire. Mais quand on est jeune, c'est bien connu, on est con. Quand on est vieux aussi d'ailleurs, mais pas de raison. Et du coup, j'ai laissé tomber, j'ai bifurqué sur l'électronique. J'ai jamais lâché l'électronique, mais j'ai toujours regretté d'avoir lâché la géologie. C'est comme ça. On fait des choix dans la vie. Et moi, personnellement, à chaque fois qu'il y avait des choix à faire, vous pouvez être tranquille, j'ai toujours pris le mauvais chemin. Ça fait rien, c'est comme ça. Allez. Donc là, on a monté, on est tout en haut de la montagne, sur le sommet en fait. Donc il y a quoi? Il y a 400 mètres, 400-500 mètres entre le haut et le bas, quoi. On n'est pas passé par là, hein. Mais je voulais vous montrer quelque chose, si ça existe toujours. Ça fait bien longtemps que j'étais pas venu ici. Et ça a quand même bien changé. Alors, je crois que... Ah oui, si c'est un peu plus bas. Ah, c'est là. Donc là, les maisons, elles sont de ce côté, juste en bas. Enfin, les maisons, les... Waouh! Vous voyez l'effondrement là? Et ben ça c'est les galeries qui s'affaissent. Et en fait, comment dire, là où on était tout à l'heure, là, c'est juste en dessous, là. C'est tout en dessous. 500 mètres, 600 mètres à peu près. Et là, ça, ben, c'est les galeries qui s'affaissent en fait, par-dessous. Et crac. Avec le poids de l'arbre, c'est descendu.
Voilà. Donc là, en fait, voilà, donc là il y a une galerie qui s'est tout effondrée. Voilà. Et puis là, il y avait, à cet endroit-là, il y avait donc un petit virage qui aujourd'hui est devenu apparent parce que la galerie s'est effondrée, mais qui à cette époque-là ne l'était pas. N'était pas du tout apparent. Ça va pas très loin, ça. Ça fait 30 mètres, je crois. 30 ou 40 mètres là sous la terre. Ça va pas très loin. Et donc voilà, donc une belle galerie là qui s'est effondrée tout le long. Et donc il y en a tous les 30 mètres de dénivelé, il y a une galerie comme celle-là, jusqu'en bas. Et là on y faisait des découvertes absolument faramineuses. Ouf. Ça a été pas mal creusé encore. Voilà, et moi là j'y ai fait des fouilles pendant des années et des années. Ici là. Donc ici là c'est le chemin qui venait ici au bord de la galerie. Le bord de la galerie était ici là, exactement là. On va y descendre. Hop. Et puis on rentrait dans la galerie qui était ici. Tout simplement. Voilà. Et là il y en a encore une autre donc dessous là. Donc 20 mètres en dessous, il y a une autre galerie. Attends, j'ai posé la caméra, voilà. Donc là, on a une autre galerie et on voit donc l'entrée là de la galerie, la halle qui était juste là devant, là où c'est un peu la boue. Voilà. Et donc celles-là, elles étaient exploitées il y a 250 ans à peu près. À peu près quoi. Donc c'est pour ça qu'elles sont dans cet état aujourd'hui. Après il y en a plein hein, des galeries. Hein. Il y en a plein, hein. Il y en a encore en remontant là-bas. Forcément, mais pas facile d'accès. Et donc là pareil, donc là au bout là. Donc là vous avez la halle qui est la sortie de la galerie là qui était là. Et le chemin il passait là-dessous. Hop, et puis il rejoignait un petit peu plus bas, là-bas, il rejoignait le chemin qu'on a pris en descendant, même endroit que celui qui est ici. Voilà, et donc c'était sur plusieurs étages, comme ça. Vous aviez plusieurs étages, et ça descendait très profondément. Donc ici, je vous disais, donc ils ont exploité donc, le plomb, la galène. Et c'était assez compliqué, vous voyez un petit peu le terrain comme il est escarpé. Hein. Et ben, c'était assez compliqué de faire remonter les tombereaux de plomb avec des bœufs, c'était très, très, très compliqué. Et du coup, à un moment, ils ont donc laissé tomber l'exploitation de cette mine. Et ils voulaient exploiter la galène, pas la galène, la barytine, donc cette espèce de minéral blanc qui a la même densité que celle du plomb. Ils voulaient exploiter ça parce qu'en fait, c'est un minéral qui s'utilise beaucoup dans certaines peintures, et notamment dans la chimie, quoi, de manière globale. Et du coup, ben, ça n'a pas été bien loin non plus, parce que... Alors on est en pleine journée, hein, mais voilà, je mets un peu de lumière, parce qu'on est tellement dans les petits bois. Donc voilà, alors du plomb, ben, je vous en montrerai de toute façon à la maison. Là je m'emmerde pas à chercher, à creuser, parce que déjà c'est pas là, c'est pas cet endroit là qu'on en trouve le mieux, quoi qu'on en trouve mais en petite quantité. Mais les gros morceaux de galène, c'est pas là qu'on les trouve, c'est sur un autre site qui est à 3 km d'ici. Et c'est compliqué pour y aller, et très sincèrement j'ai plus trop les conditions physiques pour pouvoir faire ça. Ou alors il me faudra un temps absolument incroyable. Donc je vais vous montrer, j'en ai des très 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 jolis spécimens à la maison. Donc vous verrez ça, puis de toute façon, je pense que le point de vue sera un peu mieux fait, sera un peu plus sympa.
Et donc voilà. Donc ça, c'était exploité que l'électricité n'était encore pas utilisée dans le domaine de l'industrie et donc de la TSF non plus. Mais du coup, voilà. Alors, voici quelques échantillons. Quelques échantillons de galène et de barytine, puisque le blanc c'est de la barytine, qu'on a ramené de là-bas. En fait, tout ce qui est là sur la table, ça vient tout du site où on était. Celle-là, bon, vous la reconnaissez. Ça, c'est un morceau qui a été récupéré il y a quelques années. Ceux-là aussi. Et ceux-là, c'est ceux qu'on a ramenés, que vous avez vu pendant la vidéo aussi. Enfin, tout vient de ce même site. Donc voilà un petit peu ce qu'on trouve là-bas. Des morceaux quand même qui sont assez conséquents. Donc là, on a un morceau qui fait 2-3 kilos déjà. Oh oui, facile. On a un bon gros morceau qui fait 2-3 kilos. C'est du bien costaud, quoi. Faudrait peut-être pas le prendre sur la figure, celui-là, parce que je pense qu'il y aurait probablement de quoi avoir mal un peu au crâne pendant quelques temps. Voilà, et puis bon, ben ça c'est des morceaux qu'on trouve assez couramment, hein. Là-bas, sur le site d'où je viens. Voilà, c'est ce qu'on trouve facilement, quoi, vous avez vu, hein. Voilà. Moi, j'aime bien la couleur de ça, de ce minéral, là, la barytine. Et là-bas, sur le site, on en trouve de la bleue, magnifique. On en trouve de la rose aussi, absolument sublime. Et de la blanche, bien blanche. Donc, oui, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc là, vous voyez un peu mieux peut-être. Je suppose que c'est un peu mieux éclairé que tout à l'heure en plein soleil. On voit un peu mieux la formation des cristaux. J'en ai quelques échantillons. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ça. Je vous ferai passer des photos. J'en sais pas comment on fera ça, mais j'en ai d'autres là-bas. Je vous dis, j'en ai des pleines vitrines là-bas derrière. J'en mets un petit peu de partout. Voilà, et puis donc ça, c'est un morceau un peu plus brut, pardon. Alors on trouve des petites paillettes comme ça de galène. On trouve de la chalcopyrite, un peu de pyrite aussi. On trouve voilà, mais ça reste beaucoup des petites paillettes comme ça dans un agrégat de quartz. C'est pas des trucs. Voilà, c'est quand les gars, en fait, quand ils recevaient ça, ils s'en foutaient de ce genre de choses. Ils balançaient ça à la poubelle, parce que, enfin, aux déchets, quoi. Parce que ça n'a aucune utilité pour eux. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est le minimum des morceaux comme ça. Des gros blocs complets de trucs bien bruts. C'est ça qu'ils exploitaient. Quand ils avaient des trucs comme ça partait direct aux déchets. C'était pas exploitable. Donc, du coup, voilà. Mais ceci dit... pour nous, pour la radio, des petits morceaux comme ça, c'est bien suffisant, ça marche très très bien. C'est vraiment sympa et puis voilà quoi. Des petits morceaux qui vont très très bien pour capter la radio. Ça fait des expériences qui sont toujours assez sympas d'aller chercher ça sur place. Alors il y a quelques années, j'avais fait un atelier avec des enfants. On avait été dans une mine vers Monistrol là-bas, parce qu'il y a 3 mines sur Monistrol. On avait été en chercher et on avait essayé de faire un récepteur à galène avec ça et de détecter avec ce genre de minéral. La réception, alors ça avait marché parce que j'avais mis un émetteur à proximité, donc ça marchait. Mais c'est clair que c'est compliqué et c'est pas ce qui se fait mieux. Je sais pas si... je sais que tout dépend de la composition chimique de la galène, enfin, parce que la composition chimique de la galène, elle est connue, mais pour qu'elle fonctionne dans des bonnes conditions, il faut que... il faut que, voilà...
elle soit, alors pas forcément super pure, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas forcément qu'elle soit super pure, parce que ça marchera pas forcément bien. Il faut faut déjà qu'elle soit pas trop oxydée pour commencer, et faut qu'elle ait aussi un certain volume. J'ai noté ça. Et alors nous on a de la chance parce que la galène qu'on a par ici, elle va bien pour la détection des ondes radio. Par contre, il y a une ancienne mine de galène là, qui est dans le Lyonnais, que je connais bien aussi depuis quelques années, et où on avait été récupérer des cristaux et on avait fait des essais de détection avec, et alors là c'était pas bon du tout. Bizarrement ça allait pas du tout. Par exemple, je sais que ce morceau là, il va pas du tout. J'en avais essayé sur un petit morceau et ça va pas. C'est pas, voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux, quoi. Celui-là, il est tip top. Ce morceau-là, il est vraiment tip top pour capter la radio avec, ça va drôlement bien. Mais voilà, il faut qu'il y ait une certaine teneur en plomb, faut qu'il ait un certain volume aussi, encore une fois. C'est un peu particulier. Je sais que certains morceaux de galène dans certaines mines, ça va pas du tout. C'est pas l'idéal. Alors ça vient très certainement de la composition chimique de la galène. Tout dépend à quel endroit, à quelle profondeur dans le sol ça a été récupéré. Tout dépend quelle est la pureté véritablement, on peut dire, du minéral. C'est un peu particulier quand même, hein. Mais bon, voilà. Ce que je peux vous en dire, moi, de ce que j'ai pu essayer de mon côté, peut-être que d'autres pourront confirmer un peu mes dires, s'ils ont fait des essais un petit peu dans ce domaine-là. Et puis peut-être qu'ils auront des infos que moi j'ai pas, donc à la limite, si vous avez des infos dans l'espace commentaire, moi personnellement, ça m'intéresserait de le savoir, parce que voilà, c'est vrai que on s'amusait bien avec ça quand on était gamin, mais après on a un peu laissé tomber. Mais c'est toujours malgré tout intéressant de savoir pourquoi ça marche mieux avec certains cristaux avec certains morceaux, certains échantillons plutôt que d'autres. Alors il me semble, mais il doit être au musée. On avait une boîte, mais il faut que je vous la retrouve et je vous la mettrai dans la vidéo. Je ferai une photo, je la mettrai dans la vidéo. On avait un échantillon de galène qui était empaqueté pour être commercialisé et qui n'avait pas été déballé ni rien, et je crois qu'il est au musée. Il est dans une vitrine au musée, et prochaine fois que je descends au musée, je fais une photo de ce truc et je vous la glisserai dans la vidéo parce que j'avais trouvé ça fabuleux. Donc c'était un petit morceau de galène qui était emballé pour pouvoir la commercialiser. Pour mettre sur un récepteur à galène, c'était très amusant. Bien, alors reprenons le côté historique du site que nous venons de visiter. Donc le filon de galène est très probablement connu depuis le Moyen-Âge, mais par manque de documentation, c'est difficile d'en être sûr à 100%. En revanche, ce qu'on est véritablement sûr, c'est que les premiers écrits datent de 1777. La première exploitation légale date de 1822. Celle-ci était faite par 3 notables locaux qui pensaient que les billets allaient pleuvoir rapidement et sans trop dépenser, sans trop faire d'investissement en fait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pour qu'une mine puisse fonctionner, puisse gagner de l'argent, il faut plusieurs mois de préparation pour atteindre le filon minéral en fait, préparer toute l'infrastructure qui permettra le traitement avant l'expédition du minerai et tout ça. Et en attendant, il faut payer les salaires, les charges, les fournisseurs, etc. comme aujourd'hui, quoi. Autre difficulté sur le terrain, il y a énormément d'eau. Déjà parce que c'est une montagne, il y a pas mal de petites sources, et puis vous avez vu, il y a une petite rivière à proximité. Et donc ça va leur poser énormément de problèmes. Il y aura même plusieurs accidents, plusieurs risques de noyade du personnel, et c'est la première faillite
site en 1832. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de creuser sans précaution un puits de 35 mètres débouchant sur des galeries à moins de 30 mètres du lit de la petite rivière voisine. Sans l'action des pompes, le puits et les galeries étaient inondés quasiment totalement et très rapidement. Ils ont bien essayé de bétonner le fond de cette rivière, mais ça n'a pas fait grand-chose. À partir de là, on sait que ce filon a une puissance de 3 à 4 mètres du fait des mesures qui ont été faites sur le terrain pendant cette première période d'exploitation. En géologie, la puissance d'un filon, c'est sa largeur, tout simplement. On sait aussi qu'il poursuit, qu'il a une longueur de 1500 mètres approximativement, de part et d'autre de la montagne. Donc la gangue est composée de quartz et de barite sulfurée. Cette dernière étant présente en très grande quantité et en très bonne quantité aussi. Et elle sera exploitée plus tard pour devenir donc un composant chimique de peinture industrielle, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc la gangue, c'est en quelque sorte le support du minéral. C'est ce qui l'accompagne, si vous préférez. Donc après expertise, la pureté de cette galène est relativement bonne puisqu'elle est mesurée avec une moyenne de 60 à 70%. Et dans le meilleur des cas, elle peut atteindre 92 à 95% de pureté. Elle contient également entre 200 grammes et 390 grammes d'argent à la tonne. Donc ce site s'étend sur 5 km² et approximativement 30 hectares. Sur une concession minière, le gros des travaux doit être validé par l'inspecteur des mines, qui a un statut de fonctionnaire d'État et qui rend compte à ses supérieurs de l'avancée des travaux. Parce qu'en fait, vous savez que c'est l'État qui contrôle tout le temps le sous-sol. C'est comme les fréquences radio, ça appartient à l'État. Donc les deux sites n'étant pas identiques car le second était moins riche en minéral, la puissance du filon était de 60 cm à 20 cm sur le dernier. Enfin de l'autre côté. De ce fait, construire une deuxième usine de traitement était trop onéreux et alors pas du tout rentable. Alors n'oubliez pas qu'entre les deux sites, il y a la montagne, comme vous avez vu dans la vidéo, avec des reliefs assez accentués. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens mécaniques pour pouvoir véhiculer le minerai. C'était des bœufs et des tombereaux. Hein. Donc après étude, l'inspecteur des mines propose de relier les deux sites par un tunnel qui permettrait l'acheminement du minerai vers la station de traitement. Mais voilà, faute de bonnes décisions, en fait, ce tunnel ne sera jamais réalisé. En 1852, de nouvelles fouilles sont réalisées puisque quelqu'un est intéressé par le site et pour reprendre la concession, mais cette étude a été bâclée et donc pas de nouvelle exploitation. La concession sera retirée aux exploitants qui avaient actuellement la permission d'exploiter ce site, puisque leur manque de rigueur et de professionnalisme est remonté jusqu'aux oreilles de l'inspecteur des mines et des supérieurs. Donc en 1862, nouvelle analyse de minerai et on confirme sa pureté en moyenne avec 75% de pureté de plomb. De ce fait, la fonderie de Marseille en propose un prix aux environs de 300 francs la tonne pour un bénéfice d'environ 50%, ce qui n'est pas vilain. Et cette étude donc de l'inspecteur des mines met en évidence que ce site peut être rentable s'il est correctement dirigé, mais plus personne ne s'y risque et le site est mis en sommeil pendant 40 ans. En 1908, nouvelle étude et nouvelle demande de concession. Et en 1912, l'estimation d'exploitation, donc sur quelques années, hein, sur les 3-4 ans, donc l'estimation d'exploitation est de 12 tonnes de blinde, donc la blinde c'est du zinc, et 5 à 6 tonnes de galène. Et il reste un filon, grosso modo 240 000 tonnes de minerai.
Il faut savoir que sur le site, donc, il y avait deux filons parallèles qui étaient un filon de blinde et un filon de galène. Donc l'explosif utilisé, c'était de la scheelite, mais en fait il l'utilisait pas beaucoup sur le site. Parce que la gangue n'étant pas très très dure, en fait ils arrivaient relativement bien à la piquer avec des pointerolles. Et du coup l'explosif c'était plus pour creuser les galeries, en fait pour accéder au filon. Mais une fois qu'ils étaient sur le filon, c'était tout à la pointerolle. 1915. Guerre mondiale, ça met un nouveau coup d'arrêt à l'exploitation. Et sur 32 hommes, il reste plus qu'un chef mineur non mobilisable, donc trop vieux en fait, et 4 réformés. Et dans ces conditions, impossible de faire tourner l'exploitation. Donc, autre conséquence de la guerre, les matières premières deviennent rares et sont de mauvaise qualité. Il n'est pas possible d'avoir suffisamment de charbon pour alimenter les chaudières qui produisent l'énergie des pompes et des treuils. Parce que dans la vidéo, je vous ai parlé du bois, mais en réalité, à cette époque-là, ils utilisaient, en combustible, ils utilisaient surtout du charbon qui venait des mines de Saint-Étienne, qui est vraiment à proximité. Après la guerre, c'est la crise du transport qui pose encore un nouveau problème. Il est difficile d'obtenir suffisamment de wagons pour le transport du minerai vers les fonderies de Marseille. Ils obtiennent 2 wagons par mois quand il en faudrait 2 par semaine. Et voilà, deuxième faillite. Et en 1950, nouvelle tentative d'exploitation de la barite par la société Péchinet. Pour le secteur de la chimie et de la peinture industrielle. Il a été sorti de terre 200 tonnes de barite, mais le terrain accidenté rend trop difficile et trop dangereuse l'exploitation, qui sera définitivement abandonnée en 1956. Voilà, donc ça sera tout pour ce condensé d'histoire. C'est pas la peine de rentrer trop dans les détails, mais il reste pas mal de documentation. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo qui change de la TSF habituelle. Et puis, si vous avez des questions, des infos supplémentaires aussi sur la détection des ondes radio avec la galène, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Merci à tous et à bientôt pour un prochain sujet. Salut!